Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Muriel Pénicaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, ancien ministre du Travail. Vous sortez votre première BD, c'est la première évidemment. Oui, un nouveau métier. Travailler demain, le futur du travail, vu par 13 personnalités, en collaboration avec Mathieu Charrier et Nicobi aux éditions Glénat. Voilà, donc 13 personnalités. On va voir que c'est des chefs d'entreprise, des leaders syndicaux, des experts, des militants associatifs, pour nous aider à imaginer, à se projeter un peu sur comment est-ce qu'on va travailler demain, après-demain. Pourquoi avoir choisi Christine Lagarde, Thierry Marx, Sophie Bellon, la patronne de Sodexo, Philippe Martinez, qu'on a souvent eu ici, que vous avez côtoyé à l'époque aussi, interministre du Travail, ancien patron de la CGT, Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, Marie-Lise Léon pour la CFDT. Pourquoi eux? Parce que, d'abord, on voulait, non, pas forcément, enfin, tous des gens avec qui on a de l'estime réciproque, mais ce n'est pas forcément des amis. Mais par contre, on voulait vraiment ouvrir un débat sur le futur du travail, parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, la transition écologique, le changement démographique, le changement du rapport au travail, ça nous paraissait important d'ouvrir un débat de société. Donc on voulait avoir, avec mes co-auteurs, une vision un peu à 360. Donc déjà, il nous fallait des profils experts, chefs d'entreprise, leaders syndicaux, militants associatifs, comme vous l'avez dit. Et puis des gens qui ont, dont la parole a du poids et dont les éclairages nous intéressaient, nous passionnaient. Donc, et ils ont tous dit oui. Christine Lagarde, elle a accepté de devenir héroïne de BD, si j'ose dire, oui. Comme Philippe Martinez, comme Marie-Lise Léon, comme Thierry Marx, Sophie Bellon, Benoît Bazin. Qu'a appris l'ex-DRH d'une des plus grandes multinationales françaises, l'ex-ministre du Travail, en écrivant cette BD? Qu'est-ce que vous avez appris, vous? Eh bien, il y a une chose qui m'a surprise. Moins sur les contenus, parce que c'est un petit peu ma partie. Bah oui, c'est voilà. Mais ma question. C'est que c'était plus convergent que je ne le pensais. C'est-à-dire, quand on discute à court terme, tout le monde diverge. Mais finalement, il y a plein de sujets. D'ailleurs, ce n'est pas 13 interviews successifs. Hein. C'est une vraie histoire avec il y a une héroïne fictive, une jeune lycéenne qui va les rencontrer pour que ça soit vivant et digeste, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations. Mais il y a aussi une forme de légèreté dans la forme. Et je vais prendre un exemple. L'ubérisation de l'économie, Thierry Marx en dit les dangers du point de vue du secteur de l'hôtellerie-restauration, du point de vue business. Il dit quoi, par exemple? Il dit qu'en fait, l'ubérisation est en train de fragiliser tout le système d'hôtellerie-restauration. Pas les booking.com, etc. Ouais. Ubérisation, pas au sens Uber, au sens large des plateformes, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de négocier réellement avec eux. Et que si vous ne payez pas très cher, vous êtes référencé de façon très négative. Et si vous n'y êtes pas, vous n'existez plus. Donc en fait, ça crée une nouvelle dépendance pour le secteur de l'hôtellerie-restauration et qui en fera disparaître un certain nombre. Et il est en écho, ça c'était inattendu effectivement, qui dit ça, de Marie-Lise Léon et Philippe Martinez, qui dit on comprend le désir d'autonomie de plein de jeunes qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat, mais il y a une illusion parce qu'eux aussi sont complètement dépendants et la plateforme peut décider à tout moment de leur niveau de vie et le baisser. Donc en fait, on a des convergences comme ça. La deuxième surprise, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je m'attendais à peut-être un peu plus d'inquiétude. Et en fait, c'est aussi parce que c'est des acteurs impliqués dans les changements, mais que ce soit Christine Lagarde, Aurélie Jean, qui est spécialiste des algorithmes et de l'IA, et d'autres, ils voient bien les risques, les immenses opportunités et les conditions, mais finalement, ils ne sont pas pessimistes. Et au total, j'ai trouvé que par rapport à ce qui aurait pu être le résultat de 13 interviews, c'est-à-dire un tsunami du monde du travail, parce que 50% des emplois vont changer dans les 10 ans qui viennent, et 65% des jobs que vont faire les jeunes n'existent pas aujourd'hui. Eh bien, finalement, c'est une tonalité assez optimiste, et ça m'a surprise. Donc avec une accélération, parce qu'il faut dire ce qu'est le travail, ce qu'il a vraiment changé en 5 ans. Alors, il n'arrête pas de changer depuis que le travail existe. On a toujours parlé de transformation dans les RH et chez les chefs d'entreprise. Le thème, la transformation du travail, c'est un marronnier permanent. Mais là, ce qui est nouveau, c'est la vitesse et l'ampleur. Parce que, je le disais, 50% des emplois vont changer, pas forcément complètement, mais une bonne partie des tâches vont être automatisées et ça va transformer la nature de beaucoup d'emplois. Ça va aussi en créer. On donne des exemples assez inédits de création d'emplois et de distribution. Les thérapeutes de l'IA, les conducteurs de drones, des postes qui existent déjà, beaucoup de juristes et d'experts sur la transition écologique qui sont maintenant des postes importants avec des carrières. Mais je pense que voilà, on voit que cette transformation, elle touche le monde entier. Il y a une dimension mondiale assez forte, parce qu'avec Sophie Bellon, Benoît Bazin,
mais aussi Ron Oswald, qui est un syndicaliste mondial. On voit l'évolution des chaînes de valeur sous ces différentes leviers de transformation. Chaîne de valeur, comment Bon, si on prend la transition écologique, c'est très clair que c'est de bout en bout que se fait la transformation. Donc, on se promène avec Benoît Bazin en Inde, on voit très bien que le patron de Saint-Gobain, le sourcing des produits change. Donc, c'est les rapports avec les fournisseurs de matières premières, les processus de production, la logistique, la vente, la commercialisation. L'ensemble des métiers change, ce qui demande d'énormes efforts de formation de tout le monde. Et puis, sur l'intelligence artificielle, il y a la nouvelle division du travail. L'intelligence artificielle fait faire des progrès immenses. On a des exemples d'ailleurs en médecine au CHU de Montréal, posés par Aurélie Jean. Mais cette transformation, elle est aussi appuyée sur le problème écologique des data centers, mais aussi une nouvelle division du travail avec en Asie du Sud-Est et en Afrique des travailleurs du clic qui sont un peu le prolétariat d'aujourd'hui. Ouais. Après, je me trompe peut-être, mais au quotidien, moi j'ai le sentiment que depuis, je ne sais pas, sur 5 ans, au final, les changements ont été relativement à la marge, au-delà du télétravail, qui a été une révolution pour un quart des Français. C'est 40% des Français qui peuvent potentiellement télétravailler. Oui, c'est ça. Donc pour les autres, eux, ils n'ont rien. Pour les autres, ils ont des changements, mais c'est pendant la période Covid, c'était en première ligne, les autres. Ouais. Mais voilà, est-ce que vraiment les changements, pour l'instant en tout cas, ils sont un peu à la marge, quoi. Alors, c'est un peu ce que dit Christine Lagarde en disant les changements arrivent, mais ils ne vont pas être aussi rapides et aussi massifs qu'on le croit. Alors, il y a des secteurs quand même où ça va beaucoup plus vite. Tout ce qui est l'analyse de données, le transactionnel, les banques, les assurances, le droit, là ça va vite. Mais dans les métiers industriels qui sont déjà très automatisés, et dans les métiers artisanaux qui ne le sont pas, l'impact va être moindre. Mais il y a des secteurs pour lesquels ça va très vite quand même. Est-ce que les gens aujourd'hui, pardon, c'est dit, ça fait un peu café du commerce, mais est-ce que les gens sont moins carriéristes aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a cette volonté d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais est-ce qu'on est moins carriériste aujourd'hui? Alors il y a un effet générationnel certain, il y a un effet post-Covid, et on le voit dans le monde entier. Post-Covid plus effet génération, il y a beaucoup plus de jeunes et de salariés qui mettent l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle et le sens du travail au-dessus de la carrière. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de carrière, mais ils ne sont pas prêts à tout sacrifier pour une carrière. Ça, c'était marginal, ça a toujours existé, mais c'était marginal. Maintenant, aujourd'hui, c'est assez massif et ça s'exprime dans quel est le sens de ce que fait mon entreprise, quel est le sens de mon travail, est-ce que c'est un bullshit ou est-ce que je vois l'utilité, j'ai une fierté de ça, est-ce que je suis reconnue, et puis comment j'équilibre ma vie personnelle et professionnelle. Et le travail pour beaucoup de gens est devenu de jeune, ça numéro 2 ou numéro 1 ex aequo. Justement, pas que les jeunes. Depuis la crise Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en cause après la crise Covid en disant mais finalement, je me lève le matin, pourquoi? Est-ce que ça a du sens? Peut-être qu'on a beaucoup de cadres et de cadres supérieurs qui sont allés vers des métiers artisanaux, par exemple, ou des métiers de soins. Mais ça reste à la marge quand même, malgré tout. Non? Ça, c'est à la marge, mais quand même, il y a une insatisfaction au travail quand il n'y a pas de sens et quand il n'y a pas cet équilibre qui est beaucoup plus grande. Le CDI à vie? Alors, le CDI à vie, c'est pas du tout, qui a été le Graal jamais atteint. Même s'il avait beaucoup progressé les 10 dernières années, aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'en veulent pas. Ce qui désarçonne beaucoup les managers et les dirigeants. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont l'impression que ça les engage pour toujours, alors que l'entreprise ne s'engage pas vis-à-vis d'eux. C'est faux juridiquement, parce qu'un CDI, on peut en démissionner chaque jour. Mais ils sont plutôt dans un engagement de projet. Et ils sont plutôt prêts à s'engager pour un projet que pour une longue durée. Et donc, ça veut dire aussi que le management doit changer. On voit aussi avec Thierry Marx notamment et Pascal Dumerger, le patron de la Maïf, que le management top-down, hiérarchique, c'est quand même très, très important en France. Ça passe plus du tout. C'est tout ce qu'on a connu, nous. Oui, oui. C'est pour ça que il y a vraiment, comment dire, un clivage générationnel dans tout ce qu'on dit là. Pas sur tout, mais sur le management, oui. On a encore... Sur le CDI, je pense. Ah oui, sur le CDI, oui, il y a un clivage générationnel parce que beaucoup de gens cherchent le CDI est le symbole de la plus grande sécurité quand même. Et c'est en partie vrai. Et c'est en partie vrai. Mais chez les jeunes, il y a beaucoup de désaffection vis-à-vis du CDI. Pas de tous, mais il y en a beaucoup qui refusent des CDI. Ouais. Le futur du travail sera plus flexible. Et donc, parce que souvent on entend souvent, mais moi quand on flexible, j'entends précaire, et il faut peut-être l'assumer d'ailleurs. Flexible, mais il y a aussi une flexibilité choisie par certains. Donc ça va être plus contractuel, je pense.
J'espère qu'il ne sera pas complètement individualiste, parce que ça, il y a beaucoup de distinction des liens, de dissolution des liens sociaux. Mais je pense qu'il est surtout à inventer, parce que compte tenu de ces bouleversements, aujourd'hui, une compétence professionnelle, dit l'OCDE, elle n'est plus valable que 2 ans. C'était 30 ans il y a 30 ans. Oui, oui, c'est vrai pour nous tous. Wow. Si on ne se renouvelle pas, bon. Mais donc, qui paye ça? Qui paye ça? Alors, il faut que ça soit à la fois les entreprises et les pouvoirs publics. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est pour ça qu'on avait lancé le CPF, le compte personnel de formation. Et il faudra aller plus loin demain. On fait de la politique. Non, mais je dis juste que c'était déjà parce qu'on savait que ça allait arriver. Mais je pense que demain, par exemple, apprendre et travailler, ça ne sera pas « j'apprends, puis j'ai un métier ». Ça sera apprendre et travailler tout le temps. Il faut inventer ces modèles-là. Et je pense qu'en fait, le futur du travail est complètement à inventer. C'est un peu la tonalité qui ressort des 13 interviews. Ouais. Donner du sens à son travail, c'est pas seulement un truc de jeunes. Encore une fois, c'est quelque chose qui infuse aussi, qui monte en puissance. Oui. Pas seulement chez les jeunes. Oui, c'est pas que chez les jeunes. C'est pas les jeunes bobos. C'est beaucoup plus large que ça. Parce que je pense, et encore une fois, il y a un effet Covid qui a fait prendre conscience de... pour beaucoup, l'alpha et l'oméga, ça reste le salaire. C'est normal parce que le pouvoir d'achat est contraint, parce que... Le premier sujet, c'est le salaire. C'est le premier sujet, le salaire. Mais par exemple, on voit, vous parliez de flexibilité, on voit des mouvements sociaux pour une flexibilité choisie. Je m'explique. Au Mexique, il y a quelques semaines, il y a eu des grèves, pas simplement pour le salaire, mais parce que les salariés en usine disaient, et dans les transports, disaient pourquoi les cadres peuvent télétravailler et nous pas. Et ça crée une nouvelle cassure entre col bleu et col blanc, comme on disait autrefois. Et donc, ils revendiquent de pouvoir avoir une part de temps choisi. Le temps choisi, par exemple, c'est quelque chose qui prend maintenant beaucoup de valeur dans le rapport au travail. Donc, il faut que les entreprises prennent compte de ces aspirations qui changent. Les salaires et temps choisi. Les travail qui a bénéficié au col blanc. Oui. Mais l'IA... Et c'est les mêmes qui vont être touchés par l'IA. Exactement. Voilà. Moins l'école bleue. Juste retour des choses. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, mais ce n'est pas les mêmes qui se tapent à chaque fois les mauvaises nouvelles. Oui. C'est à peu près le pendant de la grande décentralisation. Luc Ferry sur l'IA, oui. Il n'est pas aussi optimiste que vous. Hein. Oui, alors moi, je dis qu'ils m'ont surpris par leur optimisme. Moi, je suis un petit peu plus... Parce que je ne m'exprime pas dans la BD, je suis scénariste, donc un peu metteur en scène, mais il n'y a pas mes propos. Et on pense comme le Pénicaud, encore une fois, ancienne travail, ancienne DRH. On peut donner la boîte ou pas? Oui, j'étais DGRH de Danone et d'Asso Systèmes. Moi, je pense quand même que les bouleversements vont aller assez vite et assez fort, et qu'aujourd'hui, il y a déjà de l'inquiétude assez forte dans certains secteurs, donc il faut vraiment anticiper, accompagner. Parce que l'IA peut faire des progrès en recherche, en R&D, en médical, c'est déjà le cas, en diagnostic. C'est phénoménal d'ailleurs en diagnostic. C'est phénoménal. J'ai vu des médecins s'exprimer là-dessus. Là, on voit les radiologues, 80% de leur job va être fait, mais ils me disent qu'il sera mieux fait et nous, on va faire autre chose. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libéré? Est-ce que du coup, dans les hôpitaux, on a plus de temps pour l'humain, qui soigne aussi? Est-ce que dans les entreprises, dans les interfaces avec les clients, les consommateurs, les partenaires, on revalorise un peu l'humain et la créativité, qui sont les deux choses que l'IA, pour l'instant, ne sait pas faire? Elle s'est limitée. Pour l'instant, c'est vraiment l'IA est centrée sur le copier, améliorer et dépasser l'intelligence analytique. Mais l'intelligence créative et émotionnelle et l'intelligence pratique, qui sont les deux autres composantes d'après les sciences cognitives, ça, c'est pas encore dans l'horizon de temps devant nous. Ils vont limiter, mais pas encore le faire. Je pense, bien donc il y a un débat anthropologique derrière, c'est sûr. Aux cadres qui nous regardent, qui ont de quoi flipper, par exemple, parler comme ça, mais qui ont de quoi avoir peur. Ils se disent, oh là là, mais X centaines de millions d'emplois vont disparaître, transformer. On leur dit quoi? Alors, je pense qu'il y a autant de... Cette révolution s'accélère. Alors, c'est surtout la vitesse qui est le défi, parce qu'en fait, on crée autant d'emplois qu'on en supprime dans ces révolutions. On ne peut pas dire qu'il y aura moins d'emplois à la fin. Ceux qui prédisent depuis 100 ans la fin du travail, alors là, je n'y crois pas une seconde. Mais par contre, je pense que toutes les entreprises et les pouvoirs publics ont vraiment la responsabilité de former tout le monde déjà à comprendre ce que c'est que l'IA, comment ça peut impacter leur vie, leur travail. Idem pour la transition écologique, sur laquelle on est peu formé dans les entreprises. Je pense que former et donner des perspectives et en faire un objet de dialogue social, c'est essentiel. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des aspirations, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Et alors, les entreprises où il y a la culture d'ingénieur, ils ont un peu moins peur, parce qu'il y a l'excitation de la technologie. Et dans les autres secteurs, je pense que ça s'anticipe, ça s'accompagne. C'est un peu le message, là. Il faut agir dès maintenant.
En faisant quoi? Eh bien, justement, en commençant par former tout le monde et faire des réflexions métiers dans chaque secteur, dans chaque entreprise, sur quels sont les métiers qui vont pouvoir être moins pénibles ou plus efficaces grâce à l'IA. Mais les sujets où on veut garder le contrôle et les sujets au contraire qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui, sur lesquels on pourra valoriser plus l'humain. Et ça, c'est un travail concret à faire dans chaque entreprise. Tout ça sur fond de... On vit plusieurs ruptures. On vit cette accélération technologique avec l'IA, on vit la transition, puis on vit le vieillissement, mais qui s'accélère. On parle que du débat sur les retraites, mais c'est aussi un impact sur le marché du travail. Alors, c'est un gros impact, parce que, pour donner deux chiffres, en France, il y a 15 ans, on a eu une cohorte à 950 000 jeunes sortant sur le marché du travail. Cette année, c'est 760 000. Et ça va encore descendre. Donc il y a moins de jeunes et il y a plus de retraités. L'Allemagne va perdre 11 millions de personnes de sa population active d'ici 2030. C'est énorme. Non, mais là, on est sur des basculements. En fait, tout le nord de la planète, Amérique du Nord, Europe, Russie, Chine, Japon, et dans un vieillissement accéléré. Et en déclin démographique. Voilà, un déclin démographique. Et pas tout le Sud, mais une grande partie du Sud a le défi inverse. Une population très jeune, je pense à l'Inde et à l'Afrique. Un Africain sur 2 a moins de 20 ans. Donc c'est un potentiel. Sauf que c'est des immenses défis en termes d'éducation. Et je pense qu'il faut, sur le sujet des migrations professionnelles, d'ailleurs c'est évoqué par plusieurs d'entre eux, dont Christine Lagarde, ce n'est pas un débat idéologique, hein, c'est un débat économique. Quand vous avez un énorme besoin d'un côté et une énorme proposition de l'autre, l'immigration professionnelle va continuer. C'est comment on l'a fait, la question, mais c'est pas est-ce qu'elle va pas continuer. Comment on l'accepte, comment on l'intègre, comment on en fait une réussite économique et sociale, d'intégration. On pose la question français. Oui, enfin l'immigration professionnelle, c'est quand même je ne parle pas de l'immigration en général, qui est un autre débat. L'immigration professionnelle, il y a des liens sociaux, les gens apprennent le français, ils sont dans un collectif de travail. En général, il y a très peu de problèmes d'intégration, hein. C'est très rare. Avant de se quitter, Muriel Pénicaud, le Covid, on le sait un petit peu du télétravail parce qu'il y a un gros coup d'accélérateur. J'ai le sentiment comme que beaucoup de boîtes sont en train de revenir un peu en arrière. Sur le télétravail? Oui. Moi, je pense qu'il... On est passé, alors, c'est là, je parle à l'ancienne ministre du Travail, c'est 2 jours en moyenne, c'est ça, de télétravail par semaine? Oui. 2 jours, c'est un... Je pense que ce que les études montrent, c'est que en télétravail, la productivité individuelle est supérieure au fait d'être au bureau. Par contre, tout ce qui est résolution de problèmes, créativité, innovation et lien social, qui fait le sentiment d'appartenance, qui compte dans l'efficacité collective, évidemment, et ça c'est moins bon en télétravail. Donc la solution que beaucoup d'entreprises ont trouvée, c'est de faire un mix des deux. Mais ça ne sert à rien des gens de venir dire aux salariés de venir au bureau, de faire des temps de transport, dépenser du CO2, si c'est pour les mettre dans un open space avec un casque et interdiction de parler aux voisins parce que ça fait du bruit. Ça, il faut mieux le faire chez soi. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même organiser ce temps de travail commun, parce que si on se retrouve ensemble, c'est pour faire quelque chose où il y a la plus-value du groupe. Alors, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui disent « c'était mieux de mon ancien temps » et donc il faudrait que tout le monde revienne 5 jours sur 5. Bon, moi je crois que jamais des décisions qui vont à le contraire des aspirations d'une grande partie des jeunes ne marchent, et surtout les jeunes moins nombreux qui ont le choix. Donc ça, je pense que c'est une fausse piste, mais il faut l'aménager. Bon, et donc notre boulot demain, si on devait synthétiser il n'est pas écrit, parce qu'il n'existe probablement pas. Donc on peut en être inquiet ou se dire ça vaut le coup de contribuer à façonner les métiers de demain, parce qu'on fera tous 10, 12 métiers. Voilà, moi j'ai déjà fait. Moins bien payé? Non, pas forcément. Pas forcément, le salaire ne diminue pas. Hein. Le salaire ne diminue pas. Le risque, c'est plutôt qu'il y aura... voilà, c'est toujours le fait qu'il y a des salaires qui seront... C'est la distinction, mais les grandes distinctions... C'est la distribution. Oui, mais en France, on est un pays qui redistribue beaucoup. Les inégalités de revenus sont beaucoup plus sur le patrimoine que sur les salaires aujourd'hui. Oui. À part quelques exceptions de dirigeants qui, je pense... c'est évoqué d'ailleurs par Pascal de Burger qui... Il dit quoi, Pascal de Burger? Il dit que les écarts de salaire avec les grands dirigeants seront trop grands. Voilà, donc c'est un patron qui le dit. Bon. Bon, en tout cas, merci de passer nous voir. Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, pour donc cette BD Travailler demain, coécrit avec Mathieu Charrier et Nicobi aux éditions Glénat. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.